Bonjour et merci à tous d'être présents ce midi pour cette conférence sur le réseau structurant de transport en commun, les bénéfices économiques. D'entrée de jeu, j'aimerais prendre le temps de remercier Carl Blackburn et toute son équipe du Conseil du patronat du Québec, ainsi que Stéphanie Gervais et Jean-Simon Campbell de la Jeune Chambre de commerce de Québec d'être partenaires avec nous pour cet événement. Alors, tout comme vous, nous avons à cœur la réussite du projet d'envergure à Québec. Et encore plus d'avantages quand la communauté d'affaires de Québec peut en être partie prenante et en tirer profit. Ces réalisations peuvent être source d'enrichissement pour notre communauté d'affaires de Québec et on ne peut que s'en réjouir. Nous sommes heureux donc d'accueillir ce midi M. Daniel Genet, M. Luc Richard et M. Alejandro Calderon Quintero, qui seront nos conférenciers pour le réseau de transport. Tout le monde le sait, l'opinion publique sur le réseau de transport est très polarisée et fait couler beaucoup d'encre depuis son idéation. Les avantages qu'il aura sur la mobilité ont été mis de l'avant, ainsi que le virage vert du projet. Et l'idée d'aujourd'hui n'est pas d'en faire la promotion du réseau structurant de transport en commun, ni du tramway. On entend les gens d'ici dire « Ah, la Chambre de commerce fait la promotion ». Non, ça a été fait par des organisations depuis des mois, des années. On leur laisse cette job-là. On n'est pas ici pour ça ce midi. Cependant, pour bien comprendre les retombées économiques du projet, nos conférenciers prendront le temps de bien expliquer le projet dans tous ses détails afin de bien s'approprier l'ampleur du chantier qui nous attend. Car je constate cependant, après 4 mois à la barre de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qu'on a peu parlé des retombées économiques du projet et tout spécialement pour la communauté d'affaires de Québec. Ce projet est le plus gros projet d'aménagement urbain des dernières décennies et de l'histoire de la Ville de Québec. Et on souhaite voir nos entreprises être mises à contribution. Alors, nous avons demandé au bureau de projet de nous préparer un exposé afin que nos entreprises d'ici y voient, plus qu'un simple projet de construction dans leur ville, mais bien l'arrivée d'opportunités qui leur sont accessibles et par conséquent, tout cela que peut représenter en termes de retombées économiques. Alors, il s'agit aujourd'hui pour nous d'une première étape. Nous espérons à pouvoir aller plus loin en tant que facilitateurs afin d'aider les entreprises d'ici à être des acteurs du projet. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Daniel Genet, directeur de projet Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec. Bonjour. Daniel, tu as servi pendant 30 ans à titre d'ingénieur aux forces de l'armée canadienne. Ensuite, tu t'es joint à SNC-Lavalin en 2011, où tu as dirigé, entre autres, le développement des offres de services des projets de l'échangeur Turcot et du pont Samuel de Champlain. Et puis, de 2015 à 2019, tu as été directeur de la coordination du consortium Signature sur Saint-Laurent et sur le consortium du pont Samuel de Champlain, alors que tu étais le bras droit du directeur du projet. Et depuis mars 2019, tu agis en titre de directeur de projet du réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, tout en gérant une équipe multidisciplinaire de plus que 80 personnes. Merci, Dan, d'être avec nous ce midi. Un plaisir, Steve. Et M. Luc Richard. M. Richard, directeur exécutif et chef de l'exploitation du réseau de transport de la capitale depuis 2014. J'ai remarqué que toi et Daniel, vous aviez un parcours avec certaines similitudes quand tu as débuté ta carrière au sein des Forces armées canadiennes, où tu as occupé diverses fonctions à titre d'officier logistique pendant plus de 20 ans. Et aussi, tu as terminé ta carrière à titre de lieutenant-colonel à la direction de la planification de l'armée de terre au Québec. Et par la suite, tu as été le premier employé responsable de la mise sur pied du studio de jeux Ubisoft à Québec, que tu as dirigé l'administration, les opérations et une grande partie des opérations du studio. Merci, Luc, d'être avec nous ce midi. Plaisir. Et le dernier, non le moindre, M. Alejandro Calderon Quintero, conseiller en design urbain à la Ville de Québec et membre de l'Ordre des urbanistes. Après 4 ans au service de la planification de l'aménagement de l'environnement, tu as rejoint le bureau de projet du réseau structurant de transport en commun dès sa création à l'automne 2018. Pendant la phase de conception préliminaire,
sois servi en tant que responsable de contenu en urbanisme. Pour les prochaines étapes de réalisation, ton rôle est reconduit dans le but de veiller au respect des lignes directrices assurant l'intégrité urbaine du tramway. Alors, pour les gens en ligne, je vous invite tout au long de la conférence à nous écrire vos questions que vous pourriez avoir et à la fin des conférences et des présentations, je vais revenir avec les conférenciers pour leur poser vos questions. Alors, sans plus tarder, Dan, je te laisse aller. Merci beaucoup, Steve. Premièrement, c'est un grand plaisir au nom de la Ville de Québec et du réseau de transport de la capitale de partager les grandes lignes de ce superbe projet pour la Ville de Québec. Ce qu'on souhaite faire au cours des prochains 45 à 50 minutes, essentiellement en 5 grands blocs. Premièrement, c'est de faire le point sur le tramway et son réseau, parler des bénéfices du projet, des bénéfices qui sont directs et aussi économiques à l'égard de la Ville de Québec. Vous partagez un peu les notions d'intégration du projet à la Ville de Québec. Parler aussi de la notion d'un réseau régional qui va permettre à la région d'être bien desservie comme jamais auparavant. Et on complétera nécessairement avec les opportunités d'affaires qui sont intéressantes pour l'ensemble des grands joueurs d'affaires dans la Ville de Québec. Donc, sans plus tarder, je me lance dans la présentation comme telle. Donc, pourquoi un réseau structurant de transport en commun pour la Ville de Québec? Normalement, il faut bien noter que depuis le début des années 2000, il y a eu une croissance importante du nombre d'emplois dans la grande région de Québec. On parle de plus de 100 000 emplois au cours des 20 dernières années. Il y a aussi une hausse annoncée de la population de l'ordre de 57 000 nouveaux résidents annoncés d'ici 2036. Quand on considère ces deux éléments-là, nécessairement, ça mène graduellement et progressivement à une dégradation des conditions de circulation. Et d'après nos prévisions, on entrevoit plus de 100 000 nouveaux déplacements dans la grande région de Québec d'ici 15 ans. Nécessairement, si on regarde ces 100 000 déplacements-là par jour, ça équivaut à 11 voies de circulation au centre-ville, donc nécessairement l'équivalent des volumes des boulevards Charest et Laurier. Et vous comprendrez, comme moi, que nécessairement, créer 11 nouvelles voies de circulation vers le centre-ville est impossible dans le contexte présent. Donc, il faut trouver une façon de capturer, de réduire le nombre de déplacements automobiles qui se font au cours des 15 prochaines années. Quelques schémas pour faire un peu le point sur la notion de... Effectivement, l'automobile prend énormément d'espace dans les emprises municipales. 75 des déplacements motorisés à l'heure de pointe dans l'agglomération se font en automobile. Nécessairement, le transport en commun dans toutes les grandes villes devient une solution incontournable. Nécessairement, on commence avec des autobus simples. On évolue à des autobus articulés comme le type Métrobus. Un autobus régulier, on parle d'une 60aine de passagers par autobus. Un autobus articulé, on parle de 105 passagers par autobus. À la longue, nécessairement, les conditions de circulation continuent de se dégrader. Et on le voit très bien ici à Québec avec l'effet train-bus, notamment sur la Côte-d'Abraham, Honoré-Mercier et sur René-Lévesque, où là, les autobus entre eux se congestionnent. Donc, même l'arrivée des autobus articulés du type Métrobus crée des conditions qui se dégradent. La solution devient de mettre en place nécessairement des véhicules qui sont beaucoup plus capacitables. Donc, on parle des modes de transport structurants lourds, donc un tramway. Et quand on regarde nécessairement la capacité de tramway, on parle de 260 passagers par rame de tramway. Quels sont les bénéfices du tramway et de son réseau? Nécessairement, ça va donner plus de choix et plus de flexibilité pour se déplacer dans la grande région de Québec. Donc, on cherche nécessairement à créer des conditions de cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes et le transport en commun, que ce soit du transport en commun de type autobus ou le tramway. Donc, on est vraiment dans une brochette de solutions pour le citoyen de la Ville de Québec. On cherche nécessairement à créer une meilleure fluidité de la circulation pour tous.
Donc, on revient à la notion des fameux 100 000 déplacements journaliers supplémentaires d'ici 15 ans. Et avec la mise en place du réseau structurant de transport en commun, on entrevoit pouvoir capturer plus de 50 de ces 100 000 déplacements. On vient aussi nécessairement éliminer près de 9 500 automobiles dans le trafic lors de l'heure de pointe matinale. On veut aussi créer un environnement plus sain. C'est un tramway qui sera 100 électrique, qualité de l'air améliorée, plus de végétation en bordure de l'axe du tramway, plus de déplacements en transport commun, mais aussi plus d'intermodalité et de transport actif. Globalement, quand on regarde les études d'achalandage qui ont été complétées par le RTC et qui ont été déposées tout récemment à la fin du mois d'août, le réseau actuel permet essentiellement une attractivité de l'ordre de 35 millions de déplacements par année. En 2026, avec la mise en place du réseau structurant, on arrive à 46 millions de déplacements annuels, donc une augmentation de l'ordre de 30 dès l'an 1 du réseau structurant de transport en commun. Et plus récemment, on a annoncé la mise en place de la nouvelle connectivité régionale qui va permettre en plus d'aller chercher un autre 10 d'achalandage pour nous amener de l'ordre de 49,5 millions de déplacements annuels. Plus tard dans la présentation, on reviendra sur les opportunités d'affaires qui s'offrent à la grande communauté de Québec. Je voudrais juste peut-être énoncer à ce point-ci quelques éléments très stratégiques. Lorsqu'on parle d'un projet d'infrastructure publique comme le nôtre, c'est souvent des projets de relance économique. Vous voyez les chiffres qui apparaissent très bien à l'écran. Donc, on parle d'une contribution directe au produit intérieur brut du Québec de l'ordre de 2,1 milliards. Et on entrevoit aussi créer quelques 19 000 emplois sur une période de 6 ans, donc plus de 3 000 emplois supplémentaires à chaque année dans la grande région de Québec, une masse salariale de l'ordre de 1,1 milliard. En phase de construction, en termes d'achat de biens et services, on voit très bien ici un impact direct à l'intérieur de la province de l'ordre de 1,3 milliard. 1,1 milliard en importation avec une proportion divisée entre l'international et à l'extérieur de la province du Québec, mais à même le Canada. Je complète avec un peu l'impact réel dans le quotidien en phase d'exploitation. Donc, la phase d'exploitation, c'est à partir de la mise en œuvre commerciale du tramway en 2026. Donc, nécessairement, il va y avoir une série de nouveaux emplois qui vont être créés pour l'exploitation même du tramway avec les conducteurs, mais aussi pour l'entretien du tramway. Donc, des nouveaux métiers qui vont être créés dans la grande région de Québec. L'autre impact économique direct en phase d'exploitation, c'est quand on met en place un réseau structurant de transport en commun, c'est vraiment une belle façon d'attirer, de retenir la main-d'œuvre dans la grande région de Québec. Il a aussi été démontré que la mise en place d'un axe structurant avec un tramway comme colonne vertébrale crée des nouvelles opportunités pour le développement immobilier, autant du côté résidentiel, commercial que bureau. Et finalement, un tramway, ça permet de revitaliser de façon urbanistique la grande ville de Québec. Donc, c'est un bref survol du projet, de ses bénéfices et des impacts économiques majeurs. Je vais maintenant passer le flambeau à mon collègue Alejandro du bureau de projet qui va vous expliquer le détail du projet comme tel. Alejandro, à toi. Merci d'Engenet et merci à la Chambre de commerce pour l'invitation. On va aborder un peu plus en détail les projets avant de passer aux éléments plus d'ordre économique. C'est un passage obligé pour faire comprendre quels sont les bienfaits qu'on va chercher. Les tramways, vous le savez, c'est le point de départ d'un réseau. Ce n'est pas juste les tramways, c'est l'ensemble. Ce tramway-là est une colonne vertébrale qu'on qualifie de solide. Elle vise à relier les secteurs avec des grands générateurs de déplacement. On le voit sur la carte, là, c'est les endroits où la densité de population, d'emploi ou de lieux d'études se trouve. En termes d'image de chaleur, vous le voyez, le centre-ville, Sainte-Foy, qui ont la cote dans l'ensemble de la ville.
On peut voir alors dans la transition que vous voyez à l'écran, là, quelle est la correspondance entre cette image de chaleur et d'intensité d'activité par rapport à la ligne de tramway qu'on a proposée en colonne vertébrale. Vous la voyez apparaître en jaune et une partie orangée qui correspond à la portion en tunnel qui va de l'ouest dans Cap-Rouge. Ça passe par Sainte-Foy, le centre-ville, pour aboutir au cœur de l'arrondissement de Charlebourg. Ce qu'on propose, c'est un tramway moderne et capacitaire. Le tramway a vécu différentes phases dans son histoire. Ce n'est pas du tout le tramway qu'on a connu à Québec. Un tramway moderne, c'est ce qu'on a identifié comme le seul mode de transport lourd sur rail qui peut répondre à l'ensemble des critères formulés par la Ville de Québec. Et on a quelques caractéristiques qu'on va énoncer un peu plus tard dans la présentation. On a fait faire des études d'achalandage avec nos partenaires du RTC qui nous ont donné un pic, un maximum de 3500 passagers en heure de pointe matinale. C'est ça la grandeur du tuyau, si on veut le voir, là, à l'horizon 2041 qu'il fallait respecter pour dimensionner le service. 3900 passagers par direction avec une fréquence maximale aux 4 minutes, c'est ce que le tramway nous permet de faire. Alors, on voit qu'à l'horizon planifié, on est capable de remplir, de répondre à ces besoins-là. La capacité d'une rame, dans Genève, vous la mentionnez pour ce qui était des autobus, à 60 à 65 passagers. On est à 4 fois cette capacité-là. En termes de tracé, vous l'avez sûrement vu dans l'actualité, je mentionnais les grandes lignes, là, mais c'est un tracé de 22 km qui traverse différents milieux urbains, avec un tunnel de 2,6 km qui traverse la colline parlementaire et le centre-ville, dans l'objectif de gravir la pente, mais aussi de préserver les aménagements et les efforts qui ont été faits à travers le temps dans le secteur du centre-ville. Par la suite, on peut avancer, s'il vous plaît. Par la suite, on avance une ligne qui s'en va vers le nord. Ça continue après le quartier Saint-Roch, Limoilou, et s'en va jusqu'à Charlebourg. Voilà. En termes de caractéristiques principales du tramway, on va les nommer très sommairement. On parle de 4 à 8 minutes en heure de pointe, tout dépendant des besoins des services. De 10 à 15 minutes hors pointe. Il y a une voie exclusive, c'est la plateforme qu'on appelle aussi, qui nous permet d'avoir un service qui n'est pas assujetti à la congestion et qui ne fait pas l'objet de ralentissement. C'est accompagné d'une priorité au feu de circulation, exploitable à l'année, en service 20 heures sur 24, une grande amplitude, et on estime que 82 % des usagers amélioreront leur temps de parcours. Confortable et silencieux, c'est ce qu'un service 100% électrique nous permet. Si on le compare aux autobus, on produit moins de bruit, de façon qu'on a 97 % du tracé qui n'a pas d'impact sonore par rapport aux services d'autobus actuels. On peut se concentrer sur les mesures de mitigation sur les 3 % restants de cette façon-là. 3,3 personnes par mètre carré. Mesurer le standard de confort qui est dans les bonnes pratiques pour des services semblables duquel on s'est inspiré. On parle de conduite à vue, ça veut dire qu'il y a un conducteur qui peut réagir, c'est un élément de sécurité. En termes d'accessibilité, on a parlé de plateformes, mais on a aussi la notion de carrefours traversants qui sont sécurisés pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons, avec des refuges qui permettent d'attendre pour faire la traversée en différents temps, tout dépendant des différentes vulnérabilités de la population qui navigue par les rues que les tracés longent. Un autre élément d'accessibilité, c'est l'aménagement des stations avec accès de plein pied entre les quais et les tramways. Il y a une différence, évidemment, entre les planchers du tramway et le niveau de la rue, d'à peu près 29 cm. Avec ces quais-là, on peut permettre aux usagers d'accéder exactement au même niveau. On parle d'un tramway qui doit être bien intégré à son environnement urbain. On n'est pas en train d'implanter seulement un projet de mobilité, comme Dangenel l'a mentionné. C'est un projet de requalification urbaine. C'est pour ça qu'on dose nos efforts et la façon qu'on traite l'interface avec la rue. Vous le voyez, on a 5 types d'insertion qui sont mis de l'avant, tout dépendant de l'espace dont on dispose, mais aussi des possibilités qu'on a en termes d'aménagement pour rendre ces quartiers plus conviviaux.
Pour monter à bord, cette section-là, elle aborde ce qu'on appelle les infrastructures d'accueil. On a parlé brièvement des stations, mais on s'en vient avec une nouvelle gamme d'infrastructures et une nouvelle façon d'aborder la mobilité par transport en commun. On avance en premier et en haut de la hiérarchie la notion des pôles d'échange. Actuellement, la situation du transport en commun fait en sorte que chaque quartier est desservi par des lignes d'autobus qui amènent aux principaux lieux d'emploi. Ce qui fait en sorte qu'on a une multiplication des lignes pour offrir des services porte à porte. Ce qu'on met de l'avant, c'est l'implantation des plaques tournantes. C'est le pôle d'échange, c'est des plaques tournantes qui permettent de concentrer les flux en un endroit pour les distribuer par la suite d'une façon plus optimale. Ce que ça nous permet de faire aussi, c'est d'améliorer la fréquence et par l'effet même, le parcours final, le temps de parcours au final pour les citoyens et les usagers est amplement diminué. Pôle d'échange, on en a 3. Si on va dans le sens géographique, on en a un à Sainte-Foy, à l'Université Laval et à Saint-Roch. Voici une image du pôle de Sainte-Foy entre le boulevard Laurier et Hochelaga, parallèle à la route de l'Église. Les terminus, dans la hiérarchie, c'est semblable à ce qu'on a dans un pôle d'échange, avec la différence qu'on est à l'extrémité de la ligne. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'extrémité à l'ouest, dans Cap-Rouge, aux abords de l'autoroute Félix-Leclerc. Et de l'autre côté, c'est le terminus de Charlesbourg qui s'implante dans un milieu complètement différent, déjà urbanisé et avec une sensibilité patrimoniale, mais avec une vitalité très importante en raison du cœur administratif. On a le bureau d'arrondissement à cet endroit-là, mais aussi des commerces et des services qui font partie des usages qui sont environnants, en plus de la question patrimoniale du Trécarré. Les stations telles quelles sont les points d'accès locaux le long de la ligne de 22 km. On a 33 stations, dont 3 qui sont souterraines dans la portion de la colline parlementaire. On prévoit un niveau de confort qui est inégalé par rapport à ce qu'on avait fait à Québec. En raison des conditions hivernales, on vise à ce qu'elles soient chauffées dans la mesure du possible. Il y a certaines contraintes d'espace à certains endroits. C'est l'exception, mais la norme, c'est d'améliorer le confort à ces endroits-là. Une distance moyenne de 650 mètres, c'est semblable à ce qui se fait dans des projets similaires. Il nous permet d'avoir un bon niveau de service avec une vitesse commerciale intéressante. On veut être exemplaire aussi en termes d'accessibilité universelle par les raisons qui ont été évoquées. Vous voyez ici l'image. Un petit mot sur les édicules pour les stations souterraines. Vous voyez ici l'exemple de la colline parlementaire, la station Cartier qui est aussi une station souterraine. Intermodalité, ça a été mentionné au début de la présentation. On prévoit des interfaces avec l'autopartage, au moins 15 stations qui ont des accès à ce genre de services et 26 stations qui sont connectées au réseau cyclable. On voit ici à nouveau le terminus Charlesbourg qui a une grande vélostation qui permet de sécuriser son vélo avant d'embarquer dans le tram et qui nous permet d'élargir ce qu'on appelle les bassins de desserte dans ce secteur-là, surtout à l'extrémité de la ligne. Fait que ces pôles stations terminus nous sont accessibles par des réseaux cyclables et piétonniers améliorés et sécuritaires. Québec plus belle, plus attrayante, quelques images d'inspiration que vous avez sûrement vues dans l'actualité. Ce traitement de façade à façade, cette approche de comprendre ces projets de transport comme une possibilité de changer le caractère des rues qui sont traversées. Vous le voyez ici, le boulevard Laurier, le boulevard René-Lévesque aussi dans le secteur de Montcalm, la rue de la Couronne qui est une de nos interventions phares dans laquelle on va sortir la circulation des transits qui va basculer vers Dorchester pour avoir ces grandes esplanades en geste urbanistique qui dit que la mobilité durable au centre-ville de Québec deviendra la norme. Sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Luc Richard du RTC qui va nous présenter la prochaine section. Merci. Merci beaucoup, Alejandro. Comme Alejandro vient de l'expliquer, dans le fond, il vous a expliqué la colonne vertébrale. Les prochaines diapos, on va les prendre pour parler un petit peu du réseau qui vient entourer tout ça, le réseau qui vient connecter tout ça, un réseau amélioré, un réseau qui offre une meilleure connectivité, des fréquences accrues et une fiabilité améliorée aussi. Donc, on va passer au travers rapidement.
La première section ici, comme vous voyez, dans le projet de réseau structurant, il y avait, tantôt Alejandro a parlé de 3 pôles d'échange. Je viens d'en ajouter un 4e ici avec le pôle d'Estimauville et on vient créer un lien par un service de Métrobus, par la Basse-Ville, qui part du pôle d'Estimauville pour se rendre à l'Université Laval en passant par Saint-Roch. Donc, c'est une nouvelle option qui s'ajoute pour les gens pour se déplacer là, dans cet axe-là. C'est une option qui est grandement demandée, qui a été étudiée amplement dans le passé. Le tout va se dérouler sur des voies réservées qui va permettre, encore une fois, une meilleure connectivité entre les 2 pôles, le pôle de l'Université Laval et le pôle d'Estimauville, et assurer une fiabilité à ces déplacements-là. Un réseau amélioré aussi avec des infrastructures dédiées qui viennent s'ajouter. En ce moment, le réseau de transport de la capitale a 65,5 km d'infrastructures dédiées. On vient d'en ajouter 82 km. On parle ici de voies réservées, on parle d'accotement autoroutier, on parle de priorité au feu de circulation. Des voies réservées, imaginez, pensez ceux qui l'empruntent à tous les matins, la voie réservée sur Robert Bourassa, par exemple, avec les autobus, mais aussi les gens qui font du covoiturage peuvent l'emprunter. Ça simplifie beaucoup les déplacements. Des accotements autoroutiers pour ceux qui circulent dans le secteur de Henri IV. C'est un autre bel exemple là, entre Sainte-Geneviève et de la capitale. On a ajouté un accotement autoroutier pendant les travaux. Tout ça a fait gagner aux autobus entre 5 et 7 minutes dans le trajet du matin. C'est quand même majeur. La priorité au feu, pour ceux qui empruntent le boulevard Le Bourgneuf, vous l'avez peut-être remarqué, si vous circulez à une bonne vitesse, vous êtes capable de vous déplacer entre Robert Bourassa et Pierre-Bertrand presque d'un trait, sans arrêt. Et tout ça vient avec la priorité au feu qui est synchronisée là, pour les autobus. Donc, si vous suivez un bus dans ce secteur-là, vous en bénéficiez aussi. Un réseau amélioré avec plus de fréquences. Plus de fréquences qui vient connecter tous les banlieues, dans le fond, d'est en ouest et du nord au sud. On voit sur la map les lignes vertes là, ici qui ont été affichées. C'est exactement de ça qu'on vient parler. C'est un type de métrobus. Donc, la fréquence est une des choses, quand on fait des analyses, des études avec nos clients, des sondages, c'est une des choses qui est le plus demandée. Pourquoi? Parce que cette fréquence-là, elle vient donner de nombreuses options, contrairement à un bus, par exemple, qui pourrait circuler aux heures seulement dans nos banlieues. Donc, on voit ici là, tous les secteurs. Certains sont déjà desservis par un métrobus, donc vous pouvez imaginer les bénéfices. D'autres, c'est de se diriger c'est d'aller dans cet esprit-là. Encore une fois, un réseau amélioré avec quoi? Avec plus d'express le matin. Ces express qui, principalement dans la couronne nord, en divisant nos express actuels, par exemple, on vient augmenter le confort et on vient augmenter la rapidité pour entrer en ville et aller se connecter au fameux tramway qui circulera là, sur l'axe le plus achalandé en ce moment de notre réseau. Donc, et à cela s'ajoute aussi le transport à la demande dont on a parlé un petit peu dernièrement et on en reparlera un peu plus tard dans les mois à venir. Il y a un projet qui se travaille, ça faisait partie du plan stratégique du RTC, mais c'est un autre élément qui s'en vient pour offrir une connectivité locale à l'intérieur de plusieurs zones là, dans l'agglomération. Maintenant, tout ce beau réseau-là, qu'est-ce que ça nous donne? Parce que souvent, on se dit, OK, le tramway, il est juste à Hauteville. Mais avec toute cette connectivité-là, avec les liens fréquents dont on vous a parlé, avec les express qui vont se multiplier, tout ça vient ajouter là, un accès à un service de transport en commun qui est efficace à moins de 800 mètres à 10 minutes de marche, dans le fond. C'est 65 % de la population qui va avoir accès à un réseau à haute fréquence. 81 % des emplois du territoire se retrouvent sur ce réseau-là. Donc, ça devient aussi intéressant, ça devient un facteur d'attractivité chez les employeurs. Plusieurs employeurs communiquent avec nous et viennent nous voir pour dire si on peut améliorer les services dans leur secteur, et c'est des choses qu'on fait. Donc, ça vient contribuer encore une fois à cet aspect-là.
S'ajoute à cela, et c'est une de mes dernières diapos, s'ajoute à cela 7 parcobus régionaux qui ont été annoncés. Ces parcobus-là, ils viennent permettre une meilleure connectivité. On parle de 6 000 places de stationnement. Ça permet aux gens de se rendre à un endroit où il y a un service fréquent qui passera par là et qui permettra, ou un express, et qui permettra de connecter encore une fois de façon beaucoup plus efficace à cette colonne vertébrale. Il faut se comprendre que sans cette colonne vertébrale-là, qui est le tramway, toute cette connectivité-là est possible, mais elle va être beaucoup plus compliquée et presque, on ne pourra pas entrer autant de monde, ça ne passe plus. M. Genel l'expliquait au début, il y a une surutilisation des voies déjà en ce moment qui vient complexifier vraiment la fiabilité de notre réseau. Et c'est ce qu'on vient ajouter. En ajoutant tout ça avec la colonne vertébrale, on gagne au niveau de la fiabilité. La dernière, c'est un peu pour faire, c'est la conclusion de ma section, dans le fond. L'idée derrière ça, c'est que vous le voyez, on arrive avec une connectivité à l'intérieur de l'agglomération, avec les services fréquents, les parcobus. Certains sont déjà en construction, il y a des terrains qui ont été achetés. Donc, on est déjà en mouvement dans ce projet-là. Et après ça, vous le voyez par les flèches bleues qui apparaissent ici. Ce qu'on retrouve, dans le fond, c'est cette connectivité régionale-là avec ces points d'interception-là qu'on retrouve là, au niveau des parcobus qui viennent permettre, dans le fond, à toute la grande région, tant la rive sud que l'Est, l'Ouest ou le Nord, de bénéficier de ce nouveau réseau qui offre, là, comme je le disais au début, une connectivité améliorée, une fréquence accrue et une fiabilité là, comme on n'aura jamais connu en ce moment. Donc, je repasse la parole à M. Genet. Dan? Merci bien, Luc. Lors des préparations pour cette rencontre aujourd'hui, Steve nous a demandé de porter une attention particulière à tout le volet opportunité d'affaires. Donc, dans le dernier bloc de la présentation, je voudrais faire 2 choses. Premièrement, vous expliquer le processus d'approvisionnement. C'est un grand projet de 3,3 milliards qui va être livré d'une façon différente qu'un projet traditionnel d'infrastructure auquel la Ville de Québec est habituée. Donc, je vais vraiment, de façon très pédagogique, vous expliquer le processus. Donc, premièrement, on est en mode alternatif de réalisation. C'est quoi ça? C'est que vraiment, on vient identifier un partenaire privé à travers d'un processus d'appel de proposition. Et ce partenaire privé aura le mandat de livrer simultanément la conception et la construction du projet de réseau structurant de transport en commun, et ici, plus spécifiquement, le tramway. Le partenaire privé va aussi investir un volet de son propre financement et voir aux activités d'entretien sur un bloc créneau de 30 ans par la suite. Donc, les grands avantages des modes alternatifs de réalisation, c'est que ça permet à l'autorité publique de vraiment bien définir ses grandes exigences fonctionnelles et techniques pour le projet, encadrer la réalisation du projet comme tel, mais le partenaire privé, lui, a la liberté de choisir les moyens, les techniques, les solutions, les équipements, les matériaux, les ressources pour y arriver. Donc, l'autorité publique ne dicte pas la façon de réaliser l'ouvrage, c'est vraiment au choix du partenaire privé. Donc, un des grands avantages des modes alternatifs de réalisation, c'est de permettre de bien partager le risque de conception et de construction entre l'autorité publique, qui est la Ville de Québec, et le partenaire privé qui sera choisi. Donc, c'est un mode qui est vraiment très différent du mode traditionnel. Le mode traditionnel, on fait de la conception, on va en soumission avec cette conception-là pour choisir des entrepreneurs pour faire les travaux, tandis qu'ici, on vraiment cherche à trouver un partenaire privé qui va faire autant la conception que la construction que l'entretien. Un des grands avantages des modes alternatifs de réalisation, c'est que ça nous permet d'aller chercher des équipes de calibre international. Donc, on parle de consortium. Donc, un consortium qui est capable
de voir à une portion du financement du projet, qui est capable de réaliser la conception détaillée du projet, qui est capable de construire les infrastructures civiles, le béton et l'acier, qui est capable de voir à l'acquisition et l'intégration du matériel roulant, le tramway et de ses systèmes, et aussi voir l'entretien. Donc, ce consortium-là, vraiment, nous apporte une brochette de compétences et de capacités. Et à travers d'un processus d'appel de proposition, un transfert de risque, il va nous livrer le projet pour un prix forfaitaire. Hein? Donc, il va déposer une offre technique, il va déposer une proposition financière et nous allons signer un contrat avec ce partenaire privé-là pour concevoir et construire sur une période de 5 ans et par la suite entretenir sur un bloc de 30 ans. Le seul élément qui ne sera pas sous la responsabilité du consortium, du partenaire privé, sera l'exploitation. Donc, l'exploitation va demeurer sous la responsabilité du réseau de transport de la capitale. Donc, ça donne un exemple très concret. Le centre d'entretien et d'exploitation, donc le garage principal de la ligne, sera situé dans le secteur Legendre, l'autre bord de la rue du IKEA. Donc, le CE lui-même, le centre d'entretien et d'exploitation, sera la responsabilité du partenaire privé pour faire l'entretien du tramway, mais les conducteurs du RTC prendront les rames de tramway pour par la suite exploiter la ligne comme telle. Dans les grands processus d'approvisionnement, des grands projets d'infrastructure publique, il y a nécessairement toute une mécanique qui s'installe. Donc, vous voyez, il y a 3 grands blocs d'activités. De 2016 à 2018, on a eu la période d'avant-projet, qui s'est concrétisée en mars 2018 avec l'annonce du projet de réseau structurant de transport commun. Il y a 3 grandes composantes au projet. La composante numéro 1, la colonne vertébrale, c'est vraiment le tramway. La deuxième composante, c'était les trambus qui sont devenus des métrobus en est-ouest du pôle d'échange d'Estimoville jusqu'à l'Université Laval. Et finalement, la troisième composante, c'est les nouvelles voies réservées vers le nord et l'est. Donc, ça, c'est le projet qui a été annoncé en mars 2018 avec un cadre budgétaire de 3,3 milliards. À partir de ce moment-là, la Ville a créé un bureau de projet conjoint qui rassemble des ressources des services de la Ville, mais aussi du RTC. Et on travaille essentiellement en équipe. Et en équipe, depuis mars 2018 à ce jour, on a développé ce qu'on appelle la conception préliminaire. C'est quoi la conception préliminaire? C'est qu'on est venu définir les éléments d'exigence technique et de performance pour l'ensemble du projet. Donc, quelles sont les infrastructures? Qu'est-ce qu'on veut voir dans ces infrastructures-là? Quel type de matériel roulant qu'on veut voir? Quelle performance? Donc, ça, c'est le volet de conception préliminaire. Et ce que ça nous permet, durant la période de conception préliminaire, qui va essentiellement se terminer en 2021, c'est de voir aux exigences techniques, mais aussi de faire la rédaction d'un appel de proposition. Et cette rédaction-là d'un appel de proposition nous permettra, dans le premier trimestre de 2021, de lancer l'appel de proposition. Et l'appel de proposition nous permettra par la suite de sélectionner un partenaire privé. Le troisième grand bloc d'activité sera, une fois que le partenaire privé aura été sélectionné, mais là, il y a la période de conception détaillée et de réalisation de 2021 à 2027. Donc ça, c'est les 3 grands blocs d'activité dans le processus d'approvisionnement et c'est pas mal classique pour tous les grands projets d'infrastructure publique au Québec. Donc, en termes des prochaines étapes, j'y décline de façon un peu plus détaillée. Donc, si on revient à la conception préliminaire de 2018 à 2021, premier bloc d'activité important, c'est qu'il y a eu un appel de qualification qui s'est produit. Donc, entre février 2020 et août 2020, essentiellement, on est allé au marché. On a demandé au marché s'ils étaient intéressés à notre projet et on leur a demandé de nous déposer une candidature qui nous permettait de déterminer si effectivement ils avaient le savoir-faire et le savoir-être pour réaliser ce projet. Donc, nécessairement, on s'est trouvé dans une situation où, ni plus ni moins, un petit glitch. Donc, ni plus ni moins, on s'est retrouvé dans une situation où on a identifié
des candidats qui maintenant sont des candidats qualifiés qui vont pouvoir passer à la prochaine étape du processus. La conception préliminaire est essentiellement maintenant terminée, comme j'ai mentionné plus tôt. Dépôt du rapport du BAP. Hier, le 5 novembre, la commission du BAP a déposé son rapport auprès du ministre de l'Environnement et ce rapport sera rendu public au plus tard le 20 novembre prochain. Et ce rapport-là du BAP, c'est un outil consultatif qui permet d'outiller le processus d'évaluation environnementale et éventuellement permettra d'émettre le décret ministériel environnemental à l'égard du projet. Par la suite, dernière étape liée à la conception préliminaire, c'est vraiment le lancement de l'appel de proposition en début de 2021. Quand on parle du lancement de l'appel de proposition, par la suite, il y a une série d'activités. Donc, on émet l'appel de proposition aux soumissionnaires. Eux autres participent avec nous dans une série d'ateliers bilatéraux. Donc, durant les ateliers bilatéraux, le bureau de projet s'assoit à la même table que chacun des soumissionnaires à tour de rôle sur une base confidentielle et on prend la peine de bien comprendre les inquiétudes et les préoccupations des soumissionnaires. C'est aussi une opportunité pour le bureau de projet de bien expliquer le projet et dans certains cas, ça permet de faire des améliorations au projet en cours de route. Donc, à tour de rôle, on rencontre chacun des soumissionnaires. Il y a une série de 10 ateliers bilatéraux qui devront se produire tout au courant de 2021. Ça mènera éventuellement au dernier trimestre de 2021 avec le dépôt de ce qu'on appelle la proposition technique. La proposition technique, c'est la livraison de ce qui va être fait sur chantier comme tel, donc la conception, la planification, les activités sur chantier. Donc, dépôt d'une proposition technique qui sera suivi rapidement par la suite, environ 6 semaines de décalage, par le dépôt d'une proposition financière. Lorsque la proposition financière sera déposée par chacun des soumissionnaires, donc là, il y a tout un processus d'évaluation qui mènera éventuellement en janvier 2022 avec la sélection du consortium du partenaire privé. Donc, vous voyez, c'est quand même un processus qui est relativement de longue haleine. Donc, on lance l'appel de proposition en début 2021 et un an plus tard, en janvier 2022, on serait dans la position d'avoir un partenaire privé sélectionné. Après, il y a tout un processus d'adaptation contractuelle, signature d'un contrat en mars 2022. Puis après, nécessairement, le partenaire privé commencera ses activités sur chantier. Les activités sur chantier qui commenceront au printemps 2022 et qui continueront jusqu'à la fin de 2027. Donc, c'est important pour moi de bien expliquer le processus d'approvisionnement parce que quand vous comprenez ce processus-là, ça permet de mieux cibler les opportunités d'affaires qui sont le prochain bloc de présentation. Donc, vous avez un schéma très intéressant à droite de la diapo. Ce qu'on a voulu faire ici, essentiellement, c'est de bien définir deux choses. Au centre, vous avez ce qu'on appelle, nous autres, le système de tramway. Donc, la portion qui est en jaune moutarde, c'est vraiment le tramway. Le tramway qui opère sur sa propre plateforme surélevée, qui a des quais de part et d'autre, qui a des stations, qui a la ligne aérienne de contact. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous autres, le système de transport. De part et d'autre du tramway, en orangé, vous avez les infrastructures municipales. Parce qu'on est vraiment dans un principe qu'on appelle de façade à façade. Donc, là, lorsqu'on va venir faire l'insertion du tramway axial, exemple, sur le boulevard René-Lévesque, on va non seulement venir mettre en place la nouvelle plateforme du tramway, mais on va venir aussi transformer, requalifier l'ensemble du boulevard René-Lévesque. Et c'est la même logique qui va s'appliquer sur la première avenue, sur Laurier, sur Henri Bourassa. Donc, lié à ça, nécessairement, vous comprenez très bien que le partenaire privé conçoit et construit l'ensemble de l'œuvre qui apparaît à l'écran. Donc, on parle de grandes activités, matériel roulant et plateforme ferroviaire. Donc, on parle d'un tramway, un tramway qui est vraiment une belle insertion à l'européenne dans la ville de Québec. Il y a aussi beaucoup d'infrastructures d'accueil, autant pour l'exploitation que pour l'entretien de la ligne.
Il y a les systèmes d'exploitation. Ça, c'est l'intelligence en arrière du système de tramway. Donc, toutes les technologies de l'information, les cerveaux, les senseurs pour être capable d'opérer un réseau complexe comme cela. Il y a aussi toute la notion des aménagements urbains et de la voirie municipale de part et d'autre. Et finalement, il y a toute la notion des réseaux souterrains, autant les réseaux de la ville que sont l'eau et l'égout, mais aussi les réseaux techniques urbains qui appartiennent à Hydro-Québec, à Bell et à Énergir. Donc, il y a énormément d'activités sur chantier liées à ce genre de projet. Et je répète ce que j'ai mentionné un peu plus tôt dans la présentation, c'est que l'entretien du tramway, donc la portion jaune moutarde, se fera sur un créneau de 30 ans. Donc, des opportunités d'affaires, il y en a vraiment pour tous les domaines dans ce grand projet. Nécessairement, au départ, il y aura un grand effort de conception. Donc, pour les firmes de génie conseil et d'architecture classique et d'architecture du paysage de la Ville de Québec, il y a énormément d'opportunités. Hein. Nous avons des candidats qui se sont qualifiés, des candidats qui sont qualifiés déjà avec des firmes de génie conseil de la grande région de Québec et des firmes d'architecture aussi. Il y a toute la notion de technologie de l'information qui est si critique à ces efforts de conception. Et puis après, il y a toute la notion de design industriel et art public. Donc ça, dans les premières étapes, lorsque le partenaire privé aura été sélectionné, et même en phase d'appel de proposition, qui commencera au premier trimestre de 2021, énormément d'efforts de conception. Par la suite, les premières grandes activités sur chantier seront vraiment tout le volet voirie et réseau souterrain. Donc, on parle d'un tracé de 22 km de Charlesbourg jusqu'à Cap-Rouge. Ce tracé de 22 km va nécessiter la reconstruction de bon nombre d'emprises municipales, mais aussi un tunnel important de l'ordre de 2,6 km. Donc, c'est un ouvrage civil significatif et peu commun ici à Québec. Le tracé lui-même de 22 km va nécessiter de déplacer et de remplacer plus de 100 km de conduites d'aqueducs et d'égouts, qui est la portion ville, et 62 km de réseau technique urbain. Donc là, on parle de gaz, Énergir, électricité, Hydro-Québec et télécommunications, Bell et Vidéotron. Donc, énormément de travaux d'infrastructures municipales. Et c'est le genre de travaux que les grands entrepreneurs et moyens entrepreneurs et petits entrepreneurs de la Ville de Québec sont bien habitués à faire. Une fois qu'on aura fait tous les travaux un peu en souterrain, préparé et nettoyé le centre, par exemple, du boulevard René-Lévesque pour l'insertion axiale, là, il y aura la mise en place de la plateforme ferroviaire pour le tramway et aussi du matériel roulant. Donc ça, c'est peut-être des éléments qui sont moins habituels en termes d'opportunités d'affaires pour les gens de Québec. Vous voyez, on va venir poser du rail sur 22 km, mais avant de poser le rail sur 22 km, il va y avoir la mise en place d'une plateforme en béton qui va être d'une largeur de presque 8 mètres avec des bordures en granit. Il y a tout un système d'alimentation électrique aérien, la ligne aérienne de contact qui amène l'électricité au tramway. Et puis après, nécessairement, il y a toute la fabrication des rames du tramway. Donc, les fournisseurs de matériel roulant vont essentiellement faire la fabrication des tramways et l'assemblage final se fera nécessairement dans la grande région de Québec. Donc, c'est un morceau qui est peut-être moins usuel pour les gens de Québec, mais quand même des belles opportunités dans ce domaine. Au niveau des infrastructures plus classiques d'accueil, donc vous avez, Alejandro l'a très bien mentionné durant la présentation, il y a les 3 pôles d'échange que sont Sainte-Foy, Université Laval et Saint-Roch. Les pôles d'échange, c'est des lieux d'intermodalité. Hein? C'est là où on fait le transfert nécessairement entre les gens qui arrivent en autobus pour la colonne vertébrale qu'est le tramway. Les pôles d'échange, c'est quand même des lieux de grande superficie. On parle en moyenne de 2 terrains de football chacun pour les pôles d'échange. Les terminus sont semblables aux pôles d'échange, superficie un peu moins grande. On parle d'à peu près un terrain et demi de football pour chacun des 2 terminus. Et on est venu bien les intégrer dans la trame urbaine de Québec. Le centre d'exploitation et d'entretien, c'est la plus grande infrastructure du projet.
Donc, on parle essentiellement de 6 terrains de football. Donc, c'est vraiment immense comme superficie au sol. Et le centre d'entretien et d'exploitation du projet sera situé exactement à l'opposé du IKEA dans le secteur ouest du tracé. Il y a aussi 25 stations sur rue. Donc, les stations sur rue sont des intégrations fines et élégantes à la trame urbaine. Et puis après, on aura 3 stations souterraines très importantes. Et puis, je tiens à faire le point que, oui, le centre d'entretien et d'exploitation, c'est vraiment le plus grand élément d'infrastructure verticale du projet. Mais le plus grand ouvrage civil du projet, c'est vraiment le grand tunnel à partir de la trémie de la rue de la Couronne jusqu'à la trémie du boulevard René-Lévesque à la hauteur de l'avenue des Arabes. Donc, c'est des grands ouvrages. Puis, je termine avec nécessairement une série de bâtiments utilitaires en ligne là, pour, entre autres, les sous-stations de traction qui viennent électrifier la ligne de tramway. Donc, énormément d'opportunités dans des domaines qui sont quand même familiers avec les gens de Québec. Prochain élément, système d'exploitation et de mobilité. Ça, c'est la portion plutôt technologie d'information du projet. Donc, l'ensemble du tramway est électrifié. Il est commandé à partir d'un poste de commandement et de contrôle qui sera colocalisé avec les bureaux administratifs du RTC dans le secteur Le Bourgneuf. Donc, à partir du secteur Le Bourgneuf, le RTC va pouvoir contrôler les déplacements du tramway. Mais je réitère que les tramways eux-mêmes, le conducteur opère le tramway avec une conduite à vue. Donc, toutes les notions, entre autres, de poste de commandement et contrôle, le gestionnaire artériel qui permet de contrôler les feux de circulation pour donner priorité au tramway, toute la notion de billettique et de contrôle d'accès, vidéosurveillance, Internet sans fil, Wi-Fi, tout ça font partie de ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation et de mobilité. Donc, il y a énormément d'opportunités en matière de technologie d'information. Pour ce qui est de l'aménagement urbain, c'est vraiment la portion à la fin du projet, lorsqu'on a mis en place le tramway dans l'emprise municipale, généralement en insertion axiale, qu'on a terminé les voies de circulation de part et d'autre, qu'on a terminé les trottoirs, bien, on vient habiller le tout. Et habiller le tout, pour nous, c'est venir bonifier la foresterie urbaine, la canopée, sur l'axe du tramway. C'est venir mettre en place un mobilier urbain intéressant avec des supports à vélo, un meilleur éclairage. C'est toute cette notion-là pour avoir un produit final qui est bien intégré à la belle ville qu'est Québec. Je termine en termes d'impact économique, parler un peu de l'économie locale stimulée par le chantier. On a tendance à penser à ces grands projets-là comme étant des grands projets de construction. Mais qui dit construction dit beaucoup de gens sur chantier, des gens qui sont de Québec, des gens qui vont venir de l'extérieur, des gens qui vont avoir besoin de l'hébergement, des gens qui vont vouloir aller au restaurant et avoir des traiteurs, des gens qui vont vouloir se ravitailler en carburant de tout type. On va vouloir gérer les matières résiduelles, toute la notion de location, d'équipement et de machinerie. Donc, quand on parle d'une économie locale stimulée par le chantier, oui, c'est un grand projet d'infrastructure publique avec beaucoup d'efforts de conception et de construction, mais en appui à tout ça, aura une série de services qui seront requis. Je termine la présentation avec, et je pense que ça a déjà été mentionné une couple de fois ce midi, Québec s'apprête à mettre en œuvre le plus important projet de son histoire. J'ai eu la chance et vraiment l'opportunité, le grand privilège de travailler sur un grand projet d'infrastructure dans la grande région de Montréal. Steve l'a mentionné dans le cadre de l'introduction. J'ai été un joueur clé dans la réalisation du nouveau pont Samuel de Champlain qui traverse le Saint-Laurent à Montréal. Un superbe projet. C'est le genre de projet qui transforme des villes. Je veux dire, ici, on est maintenant en avant d'une super belle opportunité, non seulement pour doter Québec d'un nouveau réseau structurant de transport commun. Et je fais le point que nous sommes la seule ville au Canada de plus de 500 000 habitants qui n'a pas de réseau structurant de transport commun.
Donc, c'est une belle opportunité qu'il ne faut pas manquer. Mais c'est aussi une super belle opportunité pour transformer la trame urbaine de la Ville de Québec. C'est vraiment un projet qui est digne d'une capitale du 21e siècle, sans aucun doute, et qui va positionner, si pas continuer à positionner Québec comme étant l'une des villes les plus attrayantes au pays, où il fait bien de vivre. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir eu l'opportunité avec mes collègues Luc et Alandro de faire le point sur ce super beau projet. Je remets le flambeau à mon collègue Steve. Merci. Merci, Dan. Merci, messieurs, pour la belle présentation. Alors, nous allons passer à la période de questions. Je veux rassurer les gens en ligne. On va poser le maximum de questions. On va profiter de votre présence. Si votre question n'a pas été répondue aujourd'hui, toutes les questions répondues et non répondues vont être prises en charge par le bureau de projet pour vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions. Et dans quelques jours, quelques semaines, mais plus quelques jours, toutes les questions que vous avez posées avec les réponses vont se retrouver sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, ainsi que la présentation d'aujourd'hui, car il y a des gens, malheureusement, qui n'auront pas eu la chance de se brancher. Alors, on a filmé ça, on a enregistré ça, on va pouvoir le mettre sur le site pour vous. Alors, j'ai une première question pour vous. Je vois Daniel qui me fait un sourire. C'est une question qu'on a eu la chance d'échanger ensemble pour la préparation d'aujourd'hui. Et je vous ai dit, cette question-là, c'est sûr, je vais vous la poser s'il y a quelqu'un personne qui la pose. Mais on a quelqu'un du public qui nous l'a posée, qui vous l'a posée. Annick Gontier vous pose la question suivante. Est-ce qu'un soutien est prévu pour les commerçants qui seront difficilement accessibles lors des travaux? Et si oui, quelle forme prendra ce soutien? Parce que je me souviens d'images de pelles mécaniques qu'on a vues et on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques années, la rue de l'Église. C'est difficile pour les commerçants. Alors, messieurs. Donc, merci beaucoup, Steve, pour cette première question, le icebreaker qu'on appelle, là, effectivement. Peut-être revenir un peu sur expliquer les impacts d'un projet comme ça sur à la fois les citoyens et les commerçants. Puis après, j'inviterai mon collègue Virgile Lautier du Service de développement économique et des grands projets de la Ville de vous expliquer le programme d'aide aux commerçants. Et au besoin, on a quelques diapos pour appuyer le tout. Donc, nécessairement, quand on parle de grands projets d'infrastructure publique dans l'emprise municipale, il n'y a aucun doute que ça crée des impacts, il ne faut pas s'en cacher. Ça crée des impacts sur l'accessibilité aux résidences pour les citoyens de Québec, mais ça crée aussi des impacts sur l'accessibilité au commerce. Et je pense que la Ville de Québec a appris de certains défis alentour de la route de l'Église, notamment l'été passé. Et déjà, il y a une bonne amélioration pour les travaux sur la rue Cartier cet été. Donc, il y a toute une mécanique qui va être mise en place sur le chantier. Et à la base de cette mécanique-là, il va y avoir la mise en place de bureaux de chantier qui vont être sous la responsabilité, non pas du partenaire privé, mais de la Ville de Québec. Donc, le bureau de projet va avoir des conseillers en relations communautaires qui vont être sur les bureaux de chantier partout sur le tracé, qui vont travailler en binôme avec des jeunes ingénieurs qui sont des chargés de projet pour des tronçons. Donc, lorsque M. et Mme Tremblay, au coin de Cartier et de René-Lévesque, a une question sur les travaux, ils vont avoir un point de chute près d'eux pour aller poser la question et on va leur revenir le plus rapidement possible. Donc, les impacts, oui, on va en avoir. La communication est absolument clé pour tenter d'éliminer les irritants. Je vais laisser mon collègue Virgile faire le point sur le programme d'aide aux commerçants qui est vraiment très pointu. Virgile, à toi. Merci, Dan. Bonjour à tous. Avant peut-être de rentrer vraiment dans le vif du sujet du programme de compensation, ce que j'ajouterais aussi à ce que Dan mentionnait au niveau de tout l'accompagnement qui va pouvoir être mis en place lors des travaux et qui l'est actuellement justement lors de travaux d'infrastructure majeure. Il y a aussi toute une dimension de sonder les besoins des entreprises qui sont
dans les secteurs touchés par des travaux, que ce soit en termes justement d'accessibilité de leur clientèle, que ce soit en termes de livraison, etc. Donc, les fameux bureaux d'agents à la clientèle, disons, appelons-les comme ça, dont parlait Dan, qui sont mis en place maintenant dans le cadre de ces travaux majeurs-là, ont aussi ce mandat-là d'essayer d'aller au-devant de vos préoccupations en tant qu'entrepreneur pour limiter au maximum les impacts des travaux sur vos opérations. Donc, je passerai maintenant peut-être un peu plus précisément au programme de compensation qui a été, qui est tout récent. Dan évoquait les travaux de la route de l'Église. Donc, c'est le premier chantier où on a pu le mettre en place en fin 2019. Depuis, on l'a également mis en œuvre sur l'avenue Cartier avec les travaux qui se sont déroulés cet été. Donc, c'est un programme d'aide aux commerçants et aux entreprises qui sont dans un secteur qui connaît des travaux d'infrastructure majeurs, menés par la Ville. Donc, c'est quand même un point important. Ça ne concerne pas nécessairement des travaux qui seraient menés, par exemple, uniquement par Hydro-Québec ou Bell ou etc. Et des travaux qui sont donc susceptibles d'entraîner une diminution marquée de l'achalandage et du bénéfice brut des entreprises. Concrètement, les territoires d'application de ce programme actuel, ce sont des territoires dans lesquels on a soit des travaux d'infrastructures souterraines d'une durée prévue ou réelle de 4 mois consécutifs. Si on parle uniquement de travaux de surface, c'est une durée prévue ou réelle de 6 mois. J'insiste aussi sur le fait que le programme dont je vous parle, c'est celui qui est actuellement en opération et qui va grandement inspirer celui qui sera mis en place dans le cadre du réseau structurant. En toute humilité, c'est un programme qui est récent à la Ville, donc on n'a pas la prétention de dire qu'il est parfait encore. Donc, on a aussi la chance d'avoir un petit peu de temps avant le réseau structurant pour voir dans ce programme-là qu'est-ce qui marche moins bien, pour éventuellement apporter certaines modulations là, pour celui qui pourrait être réellement déployé lors du réseau structurant. On pourrait passer à la diapo suivante. Donc, les conditions générales d'admissibilité, je le disais, le programme, ce qu'il vise avant tout, c'est il part de la prémisse de base de dire quand il y a des travaux sur une longue durée, des travaux d'envergure qui ont un impact sur l'accessibilité à vos entreprises, on reconnaît que ça peut avoir un impact sur l'achalandage et donc ultimement peut-être sur votre bénéfice. Donc, il faut que ce soit des entreprises sur lesquelles la baisse d'achalandage dans l'entreprise peut avoir un lien direct avec la baisse de chiffre d'affaires. Il faut aussi, bien évidemment, que l'entreprise soit en opération depuis au moins 1 an pour être capable de nous démontrer qu'il y a justement eu une diminution du bénéfice par rapport aux années précédentes. On pourrait passer à la dernière diapo, s'il vous plaît. Donc, le montant actuel maximal de cette subvention-là, il est de 30 000 $ par entreprise par année de travaux. Et il peut prendre deux formes, c'est-à-dire qu'il y a un premier montant forfaitaire de 5 000 $ qui peut être admissible, qui peut être octroyé aux entreprises admissibles, donc uniquement en démontrant que l'entreprise est en opération, fait partie des entreprises admissibles. Et il y a un deuxième montant de 25 000 $ qui, lui, peut être déboursé sur preuve d'une perte de bénéfice brut supérieure à 15 %. Donc, c'est grossièrement ce qui fait le tour des critères de notre programme actuel. Ce programme-là, il est accessible sur le site Internet de la Ville de Québec. Donc, vous avez tout le détail avec la liste, justement, de toutes les activités économiques admissibles et un peu plus de détails sur les critères d'admissibilité. Mais je vous ai donné les grandes lignes et qui vont inspirer le programme qui sera mis en place lors des travaux du tramway, notamment. Merci. Merci pour ces explications. Je vois que vous vous étiez préparé à ma question. Mais effectivement, chambre de commerce, commerçant, programme d'aide aux commerçants. Mais peut-être juste un complément à l'intervention de Virgile. Je pense que la chambre de commerce a un rôle à jouer ici. Hein. Vous êtes les porte-parole des grands commerçants et des petits et moyens commerçants de Québec. Si vous avez des zones où vous voyez qu'il y a des bonifications possibles au programme, c'est effectivement de revenir vers la Ville de Québec et de faire sentir ces préoccupations pour qu'on puisse les traiter
de façon conséquente. Tout à fait. Merci. Merci pour l'ouverture. L'autre question, on enchaîne avec Luc. Au niveau des parcs industriels, il y a un manque. Secteur mal servi et surtout des délais de déplacement de l'ordre de 60 minutes versus 10 à 15 minutes avec la voiture. Quelles sont les solutions? C'est une excellente question. Les parcs industriels, de par leur nature, c'est toujours un peu plus compliqué à desservir. Souvent, ils sont excentrés, souvent, de par leur nature, hein, c'est un parc industriel. Ceci dit, on a quand même, il y a des choses de prévues. Il y a des choses qui ont été faites aussi. Depuis, à l'automne 2018, par exemple, on a amélioré 3 parcours. 3 parcours, puis on a vu des gains d'achalandage de l'ordre de 50 sur ces parcours-là qui desservent certains des parcs industriels de Québec. Dans le cadre du projet, tantôt j'ai montré toute la connectivité qui est prévue, la fréquence qui s'ajoute d'est en ouest, de nord au sud. Cette connectivité-là va venir nous permettre de connecter avec certains parcours locaux et d'améliorer du même coup la desserte. Je sais qu'il y a des améliorations de prévues, entre autres au niveau du parcours 9, entre Legendre et la plage Jacques-Cartier, qui va venir aider la desserte là, des parcours de la Basse-Ville. Et la connectivité qu'on montrait sur les lignes vertes tantôt sur la diapo là, devrait venir permettre là, donner, dans le fond, plus d'options aux gens qui veulent se destiner au parc industriel en transport en commun. Excellent. Merci beaucoup. Et la prochaine question, qui est pour Dan. Qui est dans le comité de sélection du consortium et ces personnes seront-elles toutes impartiales? Donc, dans la mécanique du processus d'approvisionnement, une fois qu'on a le dépôt de l'offre, de la proposition technique, on met en place effectivement un comité de sélection. Donc, on a conçu une série de 7 critères d'évaluation technique. Donc, chacun des critères d'évaluation technique est évalué par une équipe indépendante, l'une de l'autre, qui ne se connaissent pas. Donc, il y a 3 personnes qui sont choisies. Ils regardent le dépôt de la proposition technique, regardent l'application pour ce critère précis, portent jugement, donnent une évaluation. Donc, ces 7 sous-critères-là sont évalués par 7 équipes indépendantes qui portent jugement sur chacun des soumissionnaires. Par la suite, ces 7 critères-là sont remontés à un comité de sélection, composé aussi de 3 personnes, choisies vraiment à la pièce, là. Donc, ils sont là parce qu'ils ont des compétences certaines dans ce domaine-là. Souvent, on a un mélange de gens qui ont fait des grands projets et qui connaissent le monde du transport en commun. Et ces gens-là ramassent les travaux des 7 sous-comités de sélection et arrivent à faire un jugement, porter jugement sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, en bout de ligne, on vient assigner une notation à chacun des soumissionnaires. Ça, c'est la portion qu'on appelle technique de l'évaluation. Et après, il y a nécessairement la portion qui est financière. Là, on prend le prix et on a une notation de prix-qualité, un équilibre, et on arrive avec, au final, une recommandation globale qui est menée par le comité de sélection. C'est le comité de sélection lui-même qui arrive avec le choix du consortium, du partenaire privé, et qui fait, par la suite, informe essentiellement le comité de réalisation du projet et éventuellement le comité exécutif de la Ville. Exemple, moi, comme directeur de projet, je suis trop près du projet pour participer à l'évaluation. Donc, moi, j'encadre tout le processus. Je m'assure qu'on sélectionne les bons individus dans le comité de sélection. Mais le comité de sélection est vraiment souverain. Donc, ils font leur travail, font une recommandation, prennent une décision et informent les autorités de la Ville. Et après, on passe nécessairement à la signature du contrat. Donc, c'est vraiment un processus qui est très hermétique, qui est très juste et équitable pour l'ensemble des joueurs qui vont participer au processus. Merci. Merci pour la précision. La prochaine est encore pour toi, Dan. Tu es populaire ce midi. Alors, on va profiter de ta présence. Alors, il y a des travaux qui semblent avoir déjà commencé en ville pour le tramway, mais le contrat n'est pas octroyé. Quels sont ces travaux? Bien, ce qui arrive, c'est qu'on déjà, au départ, le gouvernement du Québec nous avait donné un 215 millions pour faire ce qu'on appelle la conception préliminaire, les plans et devis. Et par la suite, en février 2020, donc il y a quelques mois de ça,
on a une autorisation intérimaire du gouvernement pour procéder avec des travaux préparatoires. Et les travaux préparatoires, c'est quoi? C'est de venir faire des travaux qui sont en amont de l'arrivée sur chantier du consortium, du partenaire privé. Donc, exemple, on est venu faire des interventions sur les réseaux techniques urbains de Bell et d'Hydro-Québec. On est venu faire des interventions sur les réseaux municipaux de la ville. On est venu faire des recherches archéologiques sur le boulevard René-Lévesque. Donc, entre autres, quand vous voyez les travaux présentement qui sont au bas de la rue de la Couronne, en sortant de la côte d'Abraham, on voit que ça crée un peu de congestion déjà, là. Donc, ça, c'est tous des travaux préparatoires qui sont faits sous le leadership du bureau de projet, qui sont faits en amont de la sélection du partenaire privé. Donc, vous allez voir ces travaux en 20, 21 et 22. Et l'objectif principal de ces travaux-là, c'est vraiment d'éliminer des irritants pour le consortium. Donc, c'est tout à fait normal qu'on voit ce genre de travail-là, ce genre de travaux-là dans un grand projet d'infrastructure publique de type linéaire. OK. Merci. Vous le savez, dans mon arrivée en poste, j'ai voulu vous rencontrer pour essayer de comprendre un peu plus le projet. Et je reviens aux 3,3 milliards. Souvent, les gens disent bien, l'argent pourrait être utilisé à autre chose. Pourquoi qu'on met ça là? Et tu m'avais amené une précision quand même intéressante à dire ben, écoute, on ne prend pas de l'argent ailleurs, elle est là pour ça. Peux-tu me leur expliquer aujourd'hui un peu pour le bénéfice de tout le monde? Bien, à l'échelle canadienne, depuis plusieurs années, il y a ce désir-là de doter toutes les grandes villes avec des infrastructures de transport en commun. Qui peuvent être, moi je viens de la région d'Outaouais, des services rapides pour autobus. Ça peut être la mise en place de tramways, ça peut être la mise en place de nouveaux métros et tout ça. Donc, il y a un grand désir à l'échelle canadienne de nous doter d'infrastructures en transport commun beaucoup plus performantes que présentement, parce que c'est reconnu que quand on parle de développement durable, c'est une des grandes initiatives pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc, il y a ce désir à l'échelle canadienne de voir ce genre d'initiative-là. Et nécessairement, le gouvernement du Québec, il voit les choses de la même façon. Donc, dans le cadre du 3,3 milliards du projet, il faut comprendre qu'il y en a 1,2 milliard qui vient du gouvernement fédéral à partir de programmes qui sont normés. La contribution du gouvernement du Québec est de l'ordre de 1,8 milliard. Et après, la Ville a une contribution de 300 millions. Donc, sur le 3,3 milliards, 300 millions vient des coffres de la Ville de Québec. L'autre 3 milliards est fourni par les gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, c'est une super bonne opportunité, effectivement, de voir à l'avenir de la Ville de Québec. Mais l'argent, ce que je comprends, est déjà là. Bien, l'argent, elle est là dans le sens que c'est de l'argent qui a été identifié. On a essentiellement une enveloppe budgétaire qui a été ficelée. Hein. En mars 2018, il y a eu cette entente-là entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec pour essentiellement voir un ficelage de 3 milliards, 1,2, 1,8, et la Ville a contribué 1,3. Donc, l'argent est déjà disponible. L'argent est dans un compte de banque. Okay. Et présentement, là, on a la première clé qui nous a permis d'aller chercher un 215 plus un 419 millions. Donc, il y a déjà 634 millions qui est disponible à la Ville pour faire des investissements. Et le reste du montant deviendra accessible lorsqu'on aura l'autorisation finale du Conseil des ministres. J'ai toujours un sourire quand j'entends déjà dans le compte de banque. Elle ne doit pas rapporter grand-chose ce temps-ci. Afin d'imaginer l'ampleur du projet, toujours dans la perspective économique, à quelle réalisation, si on prend l'exemple d'une ville européenne ou nord-américaine, peut-on comparer le projet de la réalisation de la Ville de Québec? Ça peut-tu se comparer ou ça ne se compare pas? En termes d'ampleur? Oui, d'ampleur que ça peut avoir. Parce que des fois, je suis visuel, les gens visuels, on veut comparer des projets puis dire OK, c'est à ça que ça va ressembler comme ampleur. Je vais peut-être commencer avec une première élément de réponse, puis je laisserai peut-être Alejandro compléter en termes de villes comparables. Mais c'est clair qu'il y a eu la première génération des tramways qui s'est terminée essentiellement dans les années 50. Là. OK. Après, les tramways ont essentiellement disparu. Et où est-ce que les tramways sont revenus en premier? C'est vraiment en Europe et plus principalement en France. Donc, depuis ce temps-là, on appelle ça la deuxième génération de tramways qui sont beaucoup plus silencieux, beaucoup plus intégrés. Peut-être qu'Alejandro pourra donner des exemples d'endroits dans le monde où on a eu une belle intégration urbaine du tramway, parce qu'il faut penser que le tramway, c'est pas juste un système de transport, c'est un système de transport qui doit bien s'intégrer à la Ville de Québec. Alejandro, je te laisse. Oui, tout à fait.
On mentionne l'Europe, mais c'est particulièrement en France que cette école du renouveau du tramway s'est opérée à partir des années 80 environ. Alors, on a des exemples, Tours, Lyon, Brest, c'est des exemples de ce qu'on veut faire. Si vous voulez aller voir des images d'inspiration pour se faire une idée d'à quoi que ça va ressembler, il faut aller voir ces exemples-là. En termes d'ampleur, on peut vous dire qu'on a une ville qui est quand même assez étendue. La longueur de la ligne de 22 km est supérieure à ce qui est fait pour une ligne normale dans des villes européennes. Là, faut se le dire. On est quasiment du simple au double, mais c'est avec le but d'être vraisemblablement capable de desservir le plus de populations possible, de tirer notre épingle du jeu et amener le monde aux endroits où ils travaillent, où ils étudient de la bonne façon. Là. Mais les exemples sont particulièrement en France de ce qu'on vise à faire. Merci, merci. Je reviens aux gens. Vous avez parlé de consortium, on a parlé des petites et moyennes entreprises. Comment vous pouvez influencer ou non, comment on peut s'assurer que toutes les entreprises, puis on ne regarde pas juste les grandes, mais des fois les petites entreprises ici à Québec vont pouvoir avoir leur juste part dans tout ce chantier-là, qui vont pouvoir contribuer à ce chantier-là. Comment on peut les rassurer aujourd'hui? Donc, effectivement, il faut comprendre que le joueur clé ou les joueurs clés dans cet exercice-là seront vraiment les soumissionnaires qui éventuellement vont devenir un partenaire privé qui sera sélectionné parce que c'est ce partenaire privé-là qui voit à toutes les mécaniques d'approvisionnement en matière de biens et services. Il n'y a aucune implication de la Ville de Québec. Donc, je pense que la première étape pour les petits, moyens et grandes entreprises de la Ville de Québec, c'est se faire connaître. Se faire connaître auprès des soumissionnaires qui sont présentement dans la démarche. Et on a déjà eu des discussions, Steve, Oui. entre nos équipes respectives pour trouver une mécanique pour permettre ce contact-là entre les entreprises de la Ville de Québec et les futurs soumissionnaires. Je dirais que c'était un peu tôt pour faire ça présentement. Hein. Je pense que des fois, il faut juste être un peu patient. Quand le processus d'appel de proposition sera lancé au premier trimestre de 2021, à ce moment-là, les soumissionnaires vont avoir de l'intérêt de mieux comprendre le marché de Québec. Et c'est clair que dans le contexte de la COVID, c'est une mécanique un peu différente là, de contact et tout ça, mais la Ville de Québec va faciliter les contacts entre les grandes entreprises de Québec à travers la Chambre de commerce et les soumissionnaires. Mais après, ça va être entre les soumissionnaires et les entreprises de faire de la business. Nous autres, la Ville de Québec, on ne sera pas impliqués dans cette dynamique-là d'aucune façon. Donc, on va être là comme des facilitateurs. Déjà, l'année passée, presque exactement à cette date-ci, le 26 novembre l'année passée, on avait fait une journée d'information au marché qu'on avait faite à l'Hôtel Pur. On avait eu plus de 250 gens qui étaient venus à cette journée-là. Puis ça va donner une chance pour nous d'expliquer le projet. Et on avait dans la salle de très grands joueurs internationaux et des plus petites entreprises. Ça, c'est vraiment dans une perspective de mousser le projet. Là, on avance dans un appel de proposition qui est beaucoup plus normé. Donc, on va devoir, la Ville de Québec, jouer un rôle de facilitateur initial pour les premiers contacts. Mais après, c'est vraiment entre les soumissionnaires, partenaires privés et le marché lui-même. Oui, tout à fait. Comme tu dis, on en a parlé, puis on disait aujourd'hui que c'était vraiment une première phase pour nos membres et la communauté d'affaires. Dans une deuxième phase, on veut, la Chambre de commerce de l'Industrie du Québec, servir de facilitateur pour eux, parce que ce n'est pas toujours évident dans leur travail de tous les jours d'avoir accès. Peut-être une petite dernière question. Est-ce que c'est prévu ou envisageable d'avoir un pourcentage des travaux qui soient faits par des gens d'ici? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se met dans des projets? Dire, OK, arrangez-vous pour, mettons, tant de 30 qui soient pris par des gens d'ici, pour un peu protéger, ou ça ne fonctionne pas, ce type de... Bien, ce n'est absolument pas la norme. Hein. Le seul endroit où il y a une contrainte qui a été fixée par le gouvernement, c'est à l'égard du matériel roulant. Donc, il y a eu des pourcentages de contenus canadiens qui ont été fixés, qui sont de l'ordre de 25 Puis par la suite, il y a aussi une obligation que l'assemblage final du matériel roulant du tramway se fasse au Canada.
Donc, ça, c'est la seule contrainte économique qui a été fixée par le gouvernement du Québec. Tout le reste, essentiellement, c'est une question des lois du marché qui vont embarquer. Je vais vous donner mon expérience du projet du pont Samuel de Champlain à Montréal. Donc, sur un projet d'à peu près, à ce moment-là, 2,2 milliards, il y en a environ à peu près 1 milliard qui était vraiment des biens et services, de la sous-traitance. Et sur ce 1 milliard-là, il y en a 80 qui est allé à des entreprises du Québec. Là. Donc, c'est juste pas logique d'aller acheter du béton autrement qu'à Québec. Là. Donc, il y a en masse d'opportunités pour du béton, de l'acier, tout ça. Donc, la business, ça va nécessairement être à l'intérieur de la province. Après, c'est aux gens à bien se positionner. Et je le répète, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est important aux entreprises de se faire connaître et de faire ces contacts-là avec les soumissionnaires. Parce que les soumissionnaires, c'est des soumissionnaires de calibre international. C'est des grandes entreprises. Il faut aller les voir, il faut aller se vendre. Et c'est de cette façon-là qu'ils vont pouvoir récolter de la business, essentiellement. Puis c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'on va avoir la chance de pouvoir peut-être agir en tant que facilitateur pour les consortiums. Alors, je vous remercie. Merci Dan. Merci Luc. Merci. Merci Alejandro. Alors, Merci d'avoir été présent ce midi. Ça a été très agréable. J'espère que les gens en ligne vont avoir apprécié autant que nous autres. Je veux également prendre un moment pour remercier tous les gens du bureau de projet. Je sais qu'au cours des dernières semaines, vous avez travaillé très fort avant de vous préparer. On avait certaines exigences, puis c'est juste qu'hier soir, on se parlait encore. On voulait être sûr que les gens, au niveau les commerçants, les gens d'affaires de Québec, ils trouvent leur compte. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Je remercie un peu spécial à Nathalie Cloutier, qui n'est pas ici avec nous, mais qui travaille très fort. Édouard Garneau, merci pour votre travail. Puis je m'en voudrais d'oublier notre merveilleuse Nathalie Lachance chez nous, à la corporation, à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui a travaillé très fort. Et merci, Nathalie. Alors, en terminant, je vous rappelle, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, gênez-vous pas. On va les prendre sur le site et on va pouvoir les mettre sur le site de la Chambre de commerce ainsi que la vidéo d'aujourd'hui. Et je termine en vous rappelant notre prochain rendez-vous de la série économique qui aura lieu le 19 novembre prochain avec Investissement Québec et son président, Guy Leblanc, ainsi que les 2 directeurs régionaux de notre région, Luc Renier et Sonia Tlich. Alors, je vous remercie tout le monde. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous. Steve. Merci.